Bonjour à tous et bienvenue sur Tisseurs d'Histoire et de Monde, la chaîne des créateurs indépendants. Peut-être que peu d'entre vous s'en souviennent, mais lorsque je présentais les différents thèmes dont je parlerai sur cette chaîne, la musique en faisait partie. Certes, ce n'est pas un média destiné en soi à tisser des histoires et des mondes, mais c'est une partie fondamentale du cinéma et du jeu vidéo qui accompagne ce que l'on raconte, le sublime et le complète. La musique peut faire ressentir, liste non exhaustive, diverses émotions bien utiles, la tristesse d'une scène, la gloire du triomphe, l'enchantement d'un lieu ou encore la personnalité d'un personnage. Et c'est justement là-dessus que l'on va s'attarder aujourd'hui avec deux analyses de musique de personnages de jeux vidéo. Je ne suis pas un pro de la composition ou un expert en analyse du tout, mais je peux décortiquer pour vous quel élément de la musique en question déclenche quel effet sur le spectateur de façon voulue. Faut savoir qu'en composition, comme un peu partout, rien n'est laissé au hasard, même si la musique a cette image de chose abstraite et naturelle entre guillemets. Le but est principalement de vous faire découvrir ce monde que peu d'entre vous côtoient. En effet, quand on voit les développeurs de jeux indés par exemple, ils s'occupent du level design, du gameplay, de la programmation en général et parfois des graphismes, mais rarement de la musique qui est donc déléguée. Et pourtant c'est très intéressant de s'initier à cet aspect de la création d'histoire et inspirant. Sachez que les musiques traitées sont en description, bien entendu. Sans plus tarder, nous allons commencer avec la première musique. Célèbre au possible, exemple le plus connu de musique orchestrale dans le jeu vidéo, et un des premiers, qui est assez d'actualité avec la sortie du remake cette année, je vous présente One Winged Angel, l'ange à une aile. Cette musique est le thème du boss final du jeu vidéo Final Fantasy VII, le fameux Sephiroth, et a été composée par le virtuose Nobuo Uematsu. Pour la petite présentation, Sephiroth est un ancien soldat de la grande compagnie Shinra qui domine Midgar, fil principal du jeu. Il a un jour appris qu'il était le fruit d'une horrible expérience et possède des gènes de Jenova, une sorte de divinité maléfique tombée du ciel auparavant, et depuis est le monde entier et veut causer sa perte. Ce Final Fantasy étant sorti en 1997, la musique marque fortement le coup à la fin du jeu de par sa composition orchestrale et la présence de voix intégrées, une première à l'époque. Voici donc le début. Cette partie a été inspirée par Purple Haze de Jimi Hendrix. La différence, comme vous l'avez probablement constaté, c'est que les notes jouées dans One Winged Angel sont accompagnées de lourdes percussions. Cela fait trembler la terre et sert à présager quelque chose d'important. L'autre différence majeure, c'est que ce n'est pas une guitare électrique qui joue, mais des cuivres. En composition de bande originale, les cuivres servent quasi systématiquement à évoquer un combat ou un triomphe. Quelque chose de spectaculaire. Le tout forme un début de musique très efficace, car comme pour les intros de dissertation qu'on faisait au lycée, c'est dès le début qu'on vérifie la température. Ce début-là donne donc le ton de manière très claire sur la nature de la scène, du combat. Je vais t'enculer. On a ensuite une suite de notes au violon, des notes aiguës. Elles sont jouées de manière rapide et sèche, chose habituellement utilisée dans les bandes originales des films d'horreur, surtout quand on est dans les années 90. Le message est assez clair, le personnage que l'on affronte est effrayant, et veut causer la mort des personnages. On a ensuite d'autres cordes frottées. Cette suite de notes-là est moins brute que les précédentes, et forme une sorte d'envolée, qui pour moi donne un côté fantaisiste, probablement pour évoquer l'aile du personnage et l'aspect divin qu'il incarne. Ensuite, les cuivres commencent à jouer de manière quasi continue. Cela fait une vingtaine de secondes que la musique est lancée, donc on est clairement entré dans le combat. Elles sont accompagnées de quelques notes rapides de cordes frottées encore une fois. On souligne la terreur qu'inspire le personnage qu'on est en train de combattre, idéal pour un boss de fin. Les percussions lourdes, les cuivres et les cordes frottées continuent donc sur leur lancée de manière crescendo, amenant vers le cœur de la musique. C'est là qu'arrivent les chœurs, élément le plus remarqué de cette composition. Ils chantent en latin des phrases courtes dont les paroles évoquent la puissante colère du personnage. Le choix de la langue est judicieux, c'est une langue assez neutre dans le sens où aucun pays ne la parle actuellement, une vieille langue qui a une aura de profondeur et de majestuosisation. Ces chœurs sont principalement accompagnés par les cuivres qui ne cessent de rappeler qu'on est en combat, et de percussions toujours aussi lourdes. Les chœurs rappellent alors le nom du personnage, tout en calmant le rythme des instruments, ce qui implicite la grandeur de Sephiroth, son importance. Bref, la musique vend très bien le personnage et je resterai toujours persuadé qu'elle est largement responsable de son succès. Les chœurs parlent ensuite
destin monstrueux et vide du personnage. Logique qu'il ressente cette impression d'être un monstre, ce qui est développé dans l'excellent préquel Crisis Core, au passage, étant donné qu'il a été conçu comme une expérience scientifique et n'a pas de réelle origine ni objectif dans la vie. Dans la partie suivante de la musique, les cordes frottées sont au premier plan. Le violon est un instrument qui évoque entre autres la tristesse, voire la fatalité. Cela est renforcé par la mélodie jouée qui va en descendant vers les graves. On en verra un petit peu plus dans la prochaine musique. On a ensuite quelques notes assez douces de cordes frottées. Qui ne m'évoquent rien de spécial et servent probablement à tempérer un peu avant la dernière ligne droite. Celle-ci est introduite par nos bons vieux cuivres qui jouent en fin d'enchaînement des notes longues, évoquant un côté royal, grand, qui va bien avec ce qui va suivre. On arrive donc dans la dernière partie, qui est personnellement ma préférée. Cette partie arrivant tard, elle sert de toute évidence à accompagner la fin du combat, cette phase très répandue dans le jeu vidéo, notamment les RPG, où l'on sent la fin proche mais où justement l'ennemi, lui, est le plus redoutable. Fallait donc quelque chose qui fasse ressentir la gravité de la situation et la détresse du méchant. Nous voilà devant une mélodie particulièrement simple jouée au piano avec des notes graves, ce combo évoquant à coup sûr quelque chose de lourd et intense. Derrière lui, les percussions se font plus lourdes que jamais. Le tout est accompagné de chœurs qui chantent « Viens, oh viens, ne me laisse pas mourir », signifiant l'appel que lance Sephiroth à Jenova, qu'il considère comme sa mère. On en revient à la fin proche et à la situation grave. Cela continue de manière crescendo, un crescendo rapide, vers ce qui doit être le climax de l'affrontement. La musique originale finit en fade out, mais les versions les plus récentes ont une fin. Typiquement orchestral. Voilà pour la célèbre One Winged Angel, pas étonnant que Sephiroth soit tant aimé par les fans quand il amène un final pareil à son jeu. Ce qui nous amène à la deuxième musique de cette vidéo, dont l'analyse sera plus courte, toutes les musiques de VO n'étant pas de longues compositions orchestrales. Composition caractéristique d'une des plus grandes séries de jeux vidéo, au personnage unique et à l'univers marquant, je vous présente The Vengeful Spartan, le Spartiate Vengeur. Oui, ça donne le ton. Cette musique est le thème du personnage principal de God of War, Kratos, et a été composée par Gérard Marino. Pour la petite présentation, Kratos est un ancien général de guerre spartiate qui, devant une défaite imminente, a voué sa vie au service du dieu de la guerre Arès pour qu'il lui donne le pouvoir d'anéantir ses ennemis. Mais a tourné le dos au dieu lorsqu'il lui a fait tuer sans savoir sa femme et sa fille pour le libérer de ses entraves d'humain. J'avais dit quoi? Ça donne le ton? Oui. La musique dévoile à elle seule une chose que beaucoup ne semblent, selon moi, pas vraiment comprendre. Mais on va voir ça. Elle est composée sur une gamme mineure harmonique, vieille gamme qui se prête parfaitement à un univers mythologique grec. Les gammes mineures servent généralement à évoquer quelque chose de négatif, que ça peut aller de la tristesse à la colère en passant par la nostalgie, la mort, voire la peur. Bref, c'est généralement ce qu'on utilise pour les méchants, pas pour les gentils. L'introduction courte est faite de petites percussions claires adaptées à l'Antiquité et de voix que j'appellerais à la grecque, évoquant le pays éponyme et la mythologie qui va avec. Le tout sur un ton assez épique, logique vu le jeu. On part ensuite sur la mélodie. Faite à partir de, il me semble, cordes frottées, dont certaines en font ont un effet de trémolo qui rajoute de la tension à des notes déjà longues. On a envie qu'elles se terminent et dévoilent la suite, d'où la tension que ça crée. Ici, les longues notes relâchent immédiatement après sur des notes courtes, puis un silence. La montée des premières notes donne un côté grandiose, épique, voire un tantinet triste selon la version de cette musique. Parce que cela n'a pas le même rendu dans la version au cuivre, ma préférée. Les notes courtes évoquent une certaine gravité mais soulignent le côté épique. Remarquez qu'elle termine les suites de notes en descente soudaine. On en a parlé un petit peu plus tôt, cela évoque quelque chose de grave, voire de méchant. Et oui, il est là le truc. Kratos n'est pas un anti-héros. Wolverine est un anti-héros badass qui joue les solitaires grognons mais aide le bien en fin de compte.
Kratos, c'est celui qui tue des milliers de gens de sang-froid, qui jette volontairement un innocent capitaine au fond de l'hydre, sans que ça n'ait aucune utilité. Dans le jeu, quand on tue des innocents, on récupère de la vie, et c'est d'abord lui qui cherche des noix aux dieux avant que Zeus n'intervienne. C'est le méchant, vous incarnez le méchant dans ces jeux. Comme quoi, ça change. Bref, la mélodie temporise. Puis revient encore plus fort en climax avec des voix derrière. Soulignant le côté épique et mythologique, mais la hauteur aiguë des notes en plus des voix donne quand même un fond encore tout triste à tout ça. Probablement pour évoquer la souffrance du personnage, ou la souffrance qu'il cause aux autres et le chaos systématique qu'il laisse derrière lui. Allez savoir. C'est tout pour cette musique-là, pas énormément de choses à dire, d'où le fait qu'elle n'est pas une vidéo réelle. Et puis comme je l'ai dit, je suis pas un professionnel du milieu, c'est simplement pour vous rendre un petit peu plus curieux et vous montrer en gros quelle est l'utilisation de la musique et de ces éléments dans la création. J'espère avoir éveillé en vous cette curiosité pour la musique, notamment de bande originale, qui est un outil artistique très efficace pour parler d'un personnage sans dire un mot ou pour renforcer la puissance d'une scène. C'est un art à part entière et un outil d'expression qui certes est une partie de l'œuvre, mais quelque part se suffit à lui-même et ne devrait absolument pas être négligé. Absolument pas. Je ferai d'autres vidéos sur le sujet, mais n'hésitez pas à me dire si ce thème vous plaît. Sachez que la chaîne YouTube est liée à un blog où parfois je sors des articles inédits et accessoirement à une page Facebook, mais aussi à un Discord qui réunit des créateurs d'histoire autour de la même passion et qui a un canal dédié à la musique. Sur ce, je vous laisse bonne création ou composition. À plus.